va juste attendre que David nous rejoigne. C'est les aléas de Teams et recharge le document. Alors, vous m'entendez? Oui, Donc, le document, vous ne l'avez plus. On est non, d'accord? mais oui, Je vais le refaire alors. Hop. voilà. Ok. Voilà, c'est en train de charger. Normalement, il doit. Ouais. Tu- Green. Super, parfait. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, sujet de notre webconférence, sont les élections municipales et communautaires de 2026 et concrètement sur l'organisation matérielle du scrutin. Donc là, vous voyez le sommaire de ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc une introduction, on va faire une partie sur l'agencement du lieu de vote, sur la composition du bureau de vote, les opérations de vote, comment doivent-elles se dérouler, comment doit se dérouler le dépouillement des votes et ensuite la proclamation des résultats et les éventuelles contestations. Donc voici quelques exemples de questions qui sont posées au service. Alors c'est vraiment un échantillon, hein. Il y a tout type de questions qui peuvent être posées, mais spécifiquement sur les élections. Vous voyez le type de questions qui sont posées. Donc, le maire peut-il être élu après le premier tour des municipales du 15 mars? Selon quelle modalité? Selon quelle modalité, donc, encore, une élection municipale est-elle acquise dès le premier tour? Et en conséquence, dans quel cas un second tour de scrutin devient-il obligatoire? Quelles sont les règles? Dans le cadre d'une cérémonie des vœux de la municipalité, événement officiel financé par des fonds publics, le maire peut-il annoncer sa candidature aux prochaines élections? Sans que ce soit considéré comme un usage illicite de moyens et de ressources publiques à des fins de propagande? Qu'est-il possible de faire et de dire dans les tribunes d'opposition à l'approche des élections? Et quelles sont les règles applicables s'agissant du remboursement des frais d'impression de la propagande électorale? Donc ça, c'est véritablement un petit échantillon de toutes les questions qui peuvent être posées au service. Donc, commençons par une petite introduction sur le bureau de vote. Donc, le bureau de vote, c'est le lieu où s'exprime la démocratie. C'est là que les électeurs vont venir choisir les conseillers municipaux et communautaires qui vont être chargés de gérer la commune et les EPCI dans les territoires où vivent ces personnes. Donc, on le constate, il y a une défiance des Français envers la politique et les politiciens en général. Mais cette défiance-là ne touche pas les élections municipales. Pourquoi? Parce que les Français sont en règle générale attachés à leur commune. Et toute la séquence politique actuelle n'est pas venue entacher la confiance que peuvent avoir les Français avec la commune où ils vivent. D'ailleurs, un sondage indique que 70% d'entre eux s'intéressent aux élections municipales et que 60% d'entre eux indiquent qu'ils iront très certainement voter. Pourquoi? Parce que la commune est encore considérée comme un lieu de confiance préservé des agitations politiciennes que l'on peut voir au niveau national. Donc, l'organisation des élections municipales, c'est toujours un moment important pour les communes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de respecter le code électoral et de ne pas se perdre dans les méandres des règles juridiques. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a un risque important qui est la censure des élections par le juge. Et donc, en cas de censure, l'obligation de recommencer tout le processus électoral. Dans le cadre de cette organisation, il y a aussi le préfet qui joue un rôle très important. Il va véritablement venir chapeauter les bureaux de vote. Le préfet, on peut dire, c'est le chef d'orchestre des élections, car chaque commune est divisée par un arrêté donc du préfet à autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre d'électeurs. Ainsi, pour faciliter le bon déroulement
des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau. Je vous ai reproduit ici l'article R40 du Code électoral qui nous dit « Les électeurs sont répartis donc par arrêté du préfet, en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre d'électeurs. Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Et il entre en vigueur le 1er janvier suivant. » C'est-à-dire que là, dorénavant, dès maintenant, vous devez savoir comment sont répartis vos bureaux de vote. Toutefois, cet arrêté, qui a dû parvenir donc avant le 31 août, peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L124. Donc, dans cet arrêté, les lieux de vote sont désignés. Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, ce même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Et lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, ce même arrêté va venir déterminer le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription. Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. Donc, vous voyez que c'est véritablement le préfet qui va procéder, on va dire, au découpage de la commune en autant de bureaux qu'il est nécessaire. Donc, voyons maintenant l'agencement proprement dit du lieu de vote. Donc, premièrement, l'affichage dans le bureau de vote. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui doivent être affichés à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. Ce sont des éléments obligatoires. Donc, que doit contenir cet affichage? Eh bien, il doit y avoir l'affiche reproduisant les dispositions du code électoral sur la liberté et le secret du vote, article R56, troisième alinéa. Il doit y avoir l'état officiel des candidatures. Il doit y avoir l'affiche intitulée « Avis aux électeurs ». Cette affiche doit préciser les cas de nullité des bulletins et les cas de vote blanc. Ensuite, il y a des documents qui sont spécifiques, donc selon les cas, concernant la vérification de l'identité des électeurs. Donc, pour les communes de 1000 habitants et plus, cette affiche doit rappeler les pièces d'identité qui sont exigibles au moment du vote. Concernant les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau. Donc ça, c'est uniquement si un arrêté préfectoral a modifié les horaires habituels. Horaires habituels, 8h, 18h. Cet arrêté est publié au plus tard le mardi précédant le scrutin. Après, concernant les affiches, ne vous en faites pas trop parce que celles-ci sont normalement transmises par la préfecture. Donc, l'agencement matériel du bureau de vote. Il y a ce que l'on appelle la table de décharge. Cette table est généralement placée à l'entrée du bureau de vote. C'est là que l'électeur fait constater son identité et sur cette table sont déposées les enveloppes électorales. David, Oui. on ne voit plus le document. Ah. Alors. Ah, ça s'est déconnecté, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc, vous le voyez à nouveau? Là, il est en train de se recharger. Voilà. Tu peux le remettre en plein écran et tout est parfait. Donc, Merci. pas de souci, merci. La table de décharge, donc, donc sur cette table sont déposées les enveloppes électorales. Alors, les enveloppes électorales doivent être en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Et elles doivent être de la couleur indiquée dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin. Circulaire qui n'est pas encore sortie, mais a priori, la couleur des enveloppes pour les élections municipales devrait être de couleur craft.
Il doit y avoir aussi sur cette table, pour les listes en présence, les bulletins de vote qui ont été transmis à la mairie par la commission de propagande ou directement par la liste. Les listes qui désirent faire assurer le dépôt des bulletins par le maire doivent les lui remettre obligatoirement au plus tard la veille du scrutin à midi. Mais, c'est aussi une possibilité, les listes peuvent remettre directement leur bulletin au président du bureau de vote le jour du scrutin, même si les opérations de vote ont déjà commencé. Pendant toute la durée du scrutin, les bulletins de vote sont placés sous la responsabilité du président du bureau de vote. Et il y a une recommandation, c'est que les bulletins de vote des différentes listes soient disposés sur la table de décharge dans l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage de la campagne électorale et dans le sens de circulation de l'électeur. Attention, point à signaler, la table de décharge doit faire l'objet d'une surveillance constante de la part d'un membre du bureau de vote. La preuve, donc c'est à cette table de décharge qu'on fait constater son identité, donc la possibilité de voter. Donc cette preuve du droit à voter peut être établie par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé la radiation de l'électeur. Bien sûr, il faut avoir aussi à l'esprit l'arrêté concernant la liste la liste qui permet de prouver sa qualité d'électeur. Et donc l'électeur, sur sa table de décharge, prend une enveloppe. Donc voilà, l'identité de l'électeur, faisons un petit focus dessus. Donc les pièces, l'arrêté du 16 novembre 2018, liste les pièces permettant de prouver l'identité de l'électeur. Donc je ne vais pas vous faire un listing de ces pièces, hein. Vous voyez, carte nationale d'identité, passeport, etc., etc. Il faut avoir à l'esprit que ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui, eux, peuvent être présentés donc en cours de validité, bien sûr, ou périmés depuis moins de 5 ans. Sachez aussi que les citoyens européens peuvent voter aux élections municipales. Et pour eux, par contre, tous les documents doivent être en cours de validité. Vous voyez, je vous ai mis en bleu l'arrêté du 16 novembre 2018. En fait, c'est un bien cliquable. Vous cliquez dessus et vous avez directement l'arrêté. Pour les scrutins, attention, pour les scrutins se déroulant dans les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants, la production d'un titre d'identité spécifique n'est pas exigée de l'électeur. Néanmoins, afin de lever tout doute ou de pallier l'absence de carte électorale, le bureau de vote conserve la faculté de demander la justification de l'identité de l'électeur par tout moyen à sa convenance. Donc nous avons vu la table de décharge, voyons maintenant l'isoloir. C'est dans chaque bureau de vote, il doit y avoir un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. C'est-à-dire que si vous avez 650 électeurs, vous devez avoir 3 isoloirs. Ils ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Attention, ça ne veut pas dire que l'on doit voir ce qui s'y passe. Ça veut simplement dire qu'ils ne doivent pas être mis dans une pièce à part. Donc, le passage par l'isoloir n'est pas une recommandation. C'est véritablement une condition de validité du vote. Je vous rappelle, le vote est secret. Le Code électoral dispose dans son article L62 que l'électeur doit se rendre isolément dans la partie du local aménagé pour le soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. C'est dans un objectif de protéger l'électeur contre toute pression ou tentative d'intimidation. Le secret est un droit, mais aussi une obligation pour garantir la sincérité du scrutin. Si
un électeur ne passe pas par l'isoloir, le président doit lui interdire de déposer son enveloppe dans l'urne. Permettre à un électeur de voter sans passage par l'isoloir peut entraîner l'annulation des résultats du bureau de vote. Et si cet incident se produit, il doit être impérativement consigné au procès-verbal du bureau de vote pour justifier le refus de l'exercice du droit de vote. Alors attention, cette notion de secret est obligatoirement assortie de sanctions. Et ces sanctions peuvent être lourdes. Pour l'électeur en lui-même, une amende de 15 000 € et un emprisonnement d'1 an, ou bien l'une de ces deux peines seulement. Et pour le président du bureau de vote qui aura permis à l'électeur de voter, ces peines peuvent être doublées. Donc ensuite, après être passé par l'isoloir, il y a la table de vote. Donc l'organisation de la table de vote est strictement encadrée par le code électoral. Pourquoi? Afin de garantir la transparence et la régularité du scrutin. Derrière cette table siègent les membres du bureau. Et comme tous les éléments composant le bureau électoral, elle ne doit pas être masquée à la vue du public. Et elle doit comporter un certain nombre d'éléments. Tout d'abord l'urne, qui doit être transparente, pourvue d'une seule ouverture et fermée par 2 serrures dissemblables. Et les clés de ces serrures doivent rester pour l'une entre les mains du président et pour l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Sur cette table, il doit y avoir la liste d'émargement. Qu'est-ce que c'est? C'est le document officiel que l'électeur va signer après avoir voté. Cette liste comporte les noms, prénoms et informations des électeurs inscrits dans le bureau en question. Et il est recommandé que celle-ci soit établie par ordre alphabétique. Il doit y avoir sur cette même table le code électoral. C'est une version à jour qui doit être tenue à disposition des membres du bureau et des électeurs. Il peut être en version imprimée ou en version numérique. Bon, je vous conseille plutôt en version numérique parce que le code électoral à jour, si vous en prenez un sous format papier maintenant, il ne sera pas à jour puisque les textes vont être modifiés. Certains textes sont modifiés et entreront en vigueur à partir de mars. Donc le procès-verbal, aussi sur cette table de décharge, le procès-verbal en double exemplaire. C'est un modèle qui est fourni par la préfecture. Et à quoi sert ce procès-verbal? Il sert à noter le déroulement du scrutin, les incidents éventuels et les résultats. Il doit y avoir l'extrait du registre des procurations pour vérifier la validité des votes par procuration. Il doit y avoir l'arrêté préfectoral, donc bien sûr l'extrait du registre des procurations en format papier, l'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre du bureau de vote et l'arrêté ou le décret de convocation des électeurs, là sous format papier ou format numérique. Il doit y avoir la circulaire ministérielle du 28 janvier 2020. Cette circulaire, elle est relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, là sous format papier ou numérique. Donc l'extrait du registre des procurations, on l'a vu, qui doit comporter aussi des mentions relatives aux électeurs du bureau. On verra ensuite. La circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin du jour, sous format papier ou numérique, la liste des candidats, sous format papier ou numérique, la liste des membres du bureau de vote, la liste des délégués titulaires et suppléants, les deux sous format papier ou numérique. Donc l'article R76 du Code électoral concernant le registre des procurations indique que le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Et sur ce registre doivent être mentionnés les noms et prénoms du mandant et du mandataire, les noms, prénoms et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration, ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si cette procuration a été faite de manière électronique par le ministère de l'Intérieur, les noms, prénoms et qualité de l'autorité ayant établi la procuration,
qui sont remplacés par la mention France Identité. Donc la durée de validité de la procuration. Attention, le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire puisse participer au scrutin. C'est-à-dire qu'on doit refuser qu'il vote. Faisons maintenant un petit focus sur l'accessibilité. L'accessibilité du bureau de vote. Donc c'est issu de la loi 2502 du 11 février 2005 qui a été repris dans le code électoral. Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, le jour du scrutin. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble du processus électoral, l'accès au bâtiment, la circulation, la manipulation des bulletins, doit être adapté aux personnes handicapées. Donc, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces personnes doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, pénétrer, circuler et sortir du bureau de vote, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. Cela se traduit par une zone d'approche libre de tout obstacle, avec des dimensions qui sont spécifiques, devant les équipements tels que tablettes et urnes, ainsi qu'à l'intérieur des isoloirs. Je vous rappelle que les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir suffisamment large pour permettre l'accès des personnes en fauteuil roulant. Je vous ai reproduit les mentions de l'arrêté du 20 avril 2017 qui récapitule en fait, d'un point de vue technique, à quoi doit répondre cet isoloir. Les urnes aussi doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. L'abaissement de l'urne peut être autorisé afin que ces personnes puissent glisser leur bulletin dans l'urne de façon autonome. Le code électoral prévoit que le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il peut décider, lors du vote des personnes handicapées, il peut décider de prendre des mesures comme par exemple, on l'a vu, l'abaissement de l'urne, afin que la personne puisse, de manière autonome, procéder à son vote. Je vous ai mis en bleu le guide, donc en lien cliquable, le guide de l'accessibilité pour le processus électoral, qui détaille en fait tous les éléments que doit respecter le bureau de vote pour permettre le vote de manière autonome des personnes handicapées. Donc voyons voir maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais juste vérifier. Oui, il y a beaucoup de questions. D'accord, je vais m'arrêter un petit moment et je vais reprendre les questions. Alors. Alors, de ce que je peux lire, le webinaire concerne uniquement les communes et pas les intercommunalités. Alors là, on est sur l'aménagement et le processus électoral dans le bureau de vote, donc ça concernera les deux. Puisque normalement, il y a alors pour les communes, pour les intercos, il y a le vote en même temps pour les conseillers communautaires, pardon. Doit-on faire un tel affichage pour les élections communautaires? Elles se déroulent en même temps, oui. Donc, alors, pourra-t-on apposer un affichage spécifique rappelant la réforme du mode de scrutin pour les communes de moins de 1000? Par exemple, rappeler que le panachage n'est plus... normalement, dans la fiche électorale, dans la fiche qui va être fournie par la préfecture, il y a la condition de validité des bulletins. Et donc, dans les conditions de validité de bulletins, il va être rappelé en fait que on ne peut plus faire on ne peut plus écrire sur les bulletins. Donc, tout ce qui est rature d'un nom, ajout d'un nom, modification de l'ordre, etc., on ne pourra plus le faire. Quelle couleur des enveloppes pour les intercos? Normalement, ce sera la même couleur craft.
Alors, je vais aller un peu vite, pardon. Alors, qu'en est-il de l'application des règles que vous énoncez pour les élections au sein des EPCI? Alors là, je suis vraiment sur l'organisation matérielle du scrutin. Donc, juridiquement, sur les élections au sein des EPCI et comment ce sera décompté, etc., ça fera l'objet d'une autre webconférence. Le code électoral imprimé version 2026 n'est plus à jour. Normalement, si vous voulez l'avoir imprimé en version 2026 à jour, il va falloir, si vous l'imprimez directement de Légifrance, il va falloir mettre la version au jour à la date des élections, c'est-à-dire le 15 mars. Parce que je ne sais pas comment se présente là le code d'Alloz, pour être très précis avec vous, le code 2006. J'imagine qu'il a dû prendre en compte le fait qu'il y a eu les lois venant réformer le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000. Donc, il doit y avoir au minimum un ajout concernant la réforme du mode de scrutin. Donc, j'imagine que ça a été mis dans le code d'Alloz. Je ne vois pas comment ils auront pu le faire. Est-ce que le registre de procuration doit être signé par le votant ou simplement la liste d'émargement? On verra plus tard, mais c'est uniquement le votant doit signer uniquement la liste d'émargement. Pour rendre accessible l'urne au PMR, y a-t-il des dispositions particulières, hauteur ou autres? Je vous ai mis dans le guide de l'accessibilité, c'est repris. C'est repris par rapport à la hauteur. Il y a une hauteur maximale à respecter. Après, si véritablement, tout dépend du handicap des personnes, si véritablement la personne ne peut pas accéder à l'urne, le président du bureau peut tout à fait décider de l'abaisser. Attention, bien sûr, à la vue de tout le monde, qu'on puisse contrôler, entre guillemets, ce qui se passe. Pour le justificatif d'identité, celle issue de l'application France Identité est-il recevable? Alors, je ne vois pas ce que vous parlez pour le justificatif d'identité issu de France Identité. Parce que si on est sur une commune de 1000 habitants et plus, juridiquement, on doit se conformer à ce qui est indiqué dans l'arrêté que je vous ai mis de 2018. Quel code électoral devons-nous utiliser du coup si la version 2026 n'est pas utilisable? Alors, si vous l'avez en format papier, vérifiez qu'il y ait au moins dans le code l'ajout concernant la modification des modes de scrutin. Je parle élection président EPCI et vice-président. Comment organiser? Ça, c'est, je vous ai dit, ce sera une Oui, autre webconférence. Oui, pardon. ça fera l'objet d'une autre webconférence qui interviendra de mémoire fin mars. Je vais vous mettre le lien vers les prochains webinaires qu'on organise pour que vous puissiez voir à quelle date il aura lieu. Oui, parce que là, on est véritablement sur l'élection une fois que les conseillers ont été élus. Là, on parle uniquement de l'élection du 15 et 26 mars. Ça, c'est vraiment l'organisation des EPCI après ces élections-là. Ce que je veux dire, c'est que nous procédons aux élections du président, mais les modalités sont différentes des élections municipales. Non, voilà, pour compléter, non, ça fera l'objet d'une autre webconférence. Les poubelles sont-elles autorisées dans les isoloirs? Juridiquement, il n'y a rien qui l'interdit. Même, je pense que c'est plutôt conseillé parce que si un électeur prend tous les bulletins, je ne sais pas, il peut y en avoir un certain nombre, soit il les garde sur lui, mais juridiquement, il n'y a rien qui interdit d'avoir dans les isoloirs une poubelle. Doivent-elles être placées en hauteur afin d'éviter de voir les bulletins jetés? Il n'y a pas de règle dessus. Le mieux, ce serait une poubelle fermée. Si véritablement vous avez peur
que les lecteurs, en voyant un certain nombre de bulletins d'une certaine liste, se disent finalement je vais pas voter pour elle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté pour elle. Ça pourrait à la rigueur porter atteinte à la sincérité du scrutin, et encore faudrait-il le démontrer. Donc le mieux, si vous mettez une poubelle, faites en sorte que ce soit au moins une poubelle fermée. Alors, les élections des vice-présidents, membres des bureaux, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 62, il me semble. Alors là, je pense que vous parlez spécifiquement de l'interco, comme je vous ai dit. Ce sera une autre webconférence. Alors, donc, ce webinaire réfléchit élections municipales et communautaires. Ce sera le même principe. Les élections à l'intérieur des intercommunalités, c'est-à-dire président, vice-président, bureau, etc., ça fera l'objet d'une autre élection. Là, on est véritablement sur l'organisation du scrutin des 15 et 26 mars. 22 mars. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y aura un webinaire spécial pour les EPCI, oui. Ah voilà, je n'avais pas l'information. Le code d'Allos papier 2026 c'est bien un jour. La complétude avec Légifrance est impératif pour lever le doute. Marquer une date, par exemple au 31 mars, pour avoir la version du texte à jour. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous le prenez sous format papier, il faut être sûr qu'il y ait l'ajout des modifications de loi pour les scrutins des communes de moins de 1000, donc pour la validité des bulletins. Et après, si vous avez le moindre doute, vous pouvez mettre une date ultérieure aux élections pour pouvoir avoir le code à jour sur Légifrance. Les bulletins peuvent-ils être disposés sur une table annexe? En règle générale, alors, il y a sur la table où on prend l'enveloppe, en général, ils sont là. Mais rien n'interdit que à côté, il y ait, selon le nombre de bulletins, bien sûr, il y ait une table qui comporte l'ensemble des listes. Ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout doit rester sous la surveillance du bureau de vote. En pratique, nous, les intercos, n'avons pas à organiser le scrutin élisant les conseillers communautaires. Oui, c'est ce que je vous disais. Notre job commence lors de la proclamation des résultats pour l'organisation de la séance d'installation du conseil, avec à cette occasion l'élection du président, des vice-présidents et autres bureaux de vote, des autres membres du bureau. Pardon. Oui, c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, nous, on va se concentrer lors de cette web uniquement sur le déroulement matériel des élections des 15 et 22 mars. Ensuite, il y aura d'autres webconférences qui permettront de connaître, une fois que les élus, que ce soit les conseillers municipaux ou les conseillers communautaires, une fois qu'ils sont élus, comment vont se dérouler, par exemple, l'élection du maire, l'élection des adjoints, ainsi que l'élection du président de l'intercommunalité et les vice-présidents. J'ai mis le lien vers le planning des webinaires dans le chat. D'accord, merci. Alors, le code d'Allos n'est plus à jour depuis octobre 2025. Dépôt légal des... Alors, a priori, donc, le code 2026 n'est pas à jour. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu à un message, donc je ne sais pas lequel c'est. L'arrêté de multiplication de pièces recevables a été modifié en 2021 à la marge. Oui, mais quand je vous ai mis le lien, il y aura normalement, il est normalement à jour. Le support vous sera transmis. Pardon, Catherine. Voilà, ensuite, non, c'est juste les personnes qui se sont déconnectées parce que elles viendront pour le prochain webinaire qui concerne plus les intercommunalités. Donc, tu peux reprendre. Ok, très bien. Donc, on reprend sur la composition du bureau de vote.
Donc, on a vu l'agencement, maintenant on va voir la composition du bureau de vote en tant que tel. Donc, il faut avoir à l'esprit que chaque bureau de vote est une instance collégiale obligatoirement composée de 4 membres au minimum. Donc, il y a un président, au moins 2 assesseurs et un secrétaire. Donc, pour garantir la disponibilité des membres et la régularité du scrutin, ces fonctions sont exclusives, c'est-à-dire que le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire du bureau ne peuvent en aucun cas exercer des fonctions de membre titulaire ou suppléant dans un autre bureau de vote. Cette composition du bureau de vote, elle est fixée à l'ouverture du scrutin et elle doit en principe demeurer inchangée. Quel est le rôle du bureau? Le bureau, il doit être en mesure de délibérer et de surveiller les opérations à tout moment du scrutin. Et il y a des règles de présence qui nécessitent un quorum minimal. Il doit toujours y avoir au moins 2 membres du bureau présents de façon ininterrompue. Il y a une hiérarchie de la présence, c'est-à-dire que parmi ces 2 membres présents, au minimum, l'un doit impérativement avoir la qualité de dirigeant des opérations, donc c'est-à-dire qu'il s'agit du président titulaire ou bien de son suppléant, et à défaut, du plus âgé des assesseurs. Et en plus du président, il doit y avoir au moins un assesseur être présent en permanence pour assurer le caractère contradictoire du contrôle. Pourquoi? Parce que les assesseurs, en règle générale, sont désignés par les listes. Le bureau, il doit être neutre afin de préserver la sincérité du scrutin pour que les électeurs puissent exercer librement leur droit de vote sans faire l'objet d'un quelconque moyen de pression. Donc voyons maintenant dans le détail les personnes composant le bureau de vote. Donc, on a parlé du président. Donc, les bureaux de vote sont présidés par qui? Par les maires, les adjoints et les conseillers municipaux, pris dans l'ordre du tableau. À défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Et le suppléant, quand il remplace le président, il exerce toutes ses attributions. Par précaution, le maire doit s'assurer, en temps utile, que chaque bureau de vote sera pourvu d'un président. Le maire peut confier la présidence de la quasi-totalité des bureaux de vote à des employés communaux dès lors qu'il a préalablement demandé aux conseillers municipaux de remplir cette fonction et que ces derniers ont refusé. Alors là, faites très attention, parce que la présidence d'un bureau de vote est une fonction qui est dévolue par la loi à un élu municipal. L'élu, il doit remplir cette fonction sous peine d'être déclaré démissionnaire d'office. Donc à moins d'avoir une excuse valable, absence, maladie, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais on a souvent la question au service sur est-ce que je peux faire démissionner, par exemple, un conseiller municipal qui ne vient pas? Juridiquement, on n'a pas le droit. La seule possibilité, enfin une des seules possibilités pour véritablement démettre un conseiller municipal de sa fonction, sauf démission bien sûr, la seule possibilité de le démettre, c'est qu'il refuse d'exercer une fonction dévolue par la loi. La présidence du bureau de vote en est une. Donc le président, il occupe une fonction centrale. Pourquoi? Parce qu'il est garant de la régularité du scrutin, responsable de l'ordre public. Il a seul la police du bureau de vote et c'est le représentant de l'autorité de l'État au sein du bureau. Donc, étant donné qu'il a le pouvoir de police, il peut faire expulser toute personne qui trouble les opérations. Il constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Et il est, je vous le rappelle, responsable en tant que président de l'une des 2 clés permettant l'ouverture de l'urne électorale. Si au moment de la clôture du scrutin,
le président n'a pas les deux clés en sa possession, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de celle-ci. Donc nous avons le président, nous avons les assesseurs. Les assesseurs, ils sont désignés par qui? Ils sont désignés en règle générale par les listes en présence. Les listes en présence, elles ont le droit de désigner un seul assesseur parmi les électeurs du département. Et chaque ligne peut lui désigner un suppléant, pris aussi, dans ce cadre-là, parmi les électeurs du département. Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis le cas échéant parmi les électeurs de la commune. Et chaque conseiller municipal qui a été désigné assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Et je vous rappelle, les suppléants, quand ils viennent à remplacer les titulaires, eh bien, exercent les mêmes pouvoirs qu'eux, sauf pour une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas les remplacer pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. Le jour du scrutin, si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs venait à être inférieur à 2, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité suivant, l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. Parce qu'il faut toujours, normalement, au minimum 2 assesseurs. Donc, les noms, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs doivent être notifiés au maire au plus tard à 18h le 3e jour précédant le scrutin. Le maire va venir délivrer un récépissé de cette déclaration. Le récépissé va permettre de servir de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire va notifier les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresse des assesseurs et des suppléants qui auront été désignés au président de chaque bureau de vote intéressé avant la constitution des 10 bureaux. Toutes ces dispositions-là n'interdisent pas qu'un candidat soit désigné en qualité d'assesseur. De même que on a eu la question de savoir est-ce qu'un candidat qui est un candidat inscrit sur une liste qui est adjoint, est-ce qu'il peut de ce fait refuser de présider le bureau de vote? Juridiquement, non. Juridiquement, c'est une fonction dévolue par la loi car il est élu municipal, donc il ne peut refuser à ce titre, parce qu'il est candidat, de présider le bureau. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le bureau, c'est un organe collégial. C'est-à-dire que même si un membre du bureau est candidat, normalement, il y a d'autres personnes en face qui vont permettre de garantir la sincérité du scrutin. Donc, quel est le rôle des assesseurs? En règle générale, c'est vérification de l'identité et l'émargement. Il est chargé, en règle générale, de faire signer l'électeur sur la liste d'émargement après que l'électeur ait déposé son bulletin dans l'urne. Il doit s'assurer que la signature est apposée en face du nom de l'électeur. Ils peuvent aussi assurer l'apposition sur la carte électorale d'un timbre portant la date du scrutin. Et à la demande du président, ils peuvent vérifier l'identité des électeurs au moment du vote. Et d'une manière générale, ils sont chargés, comme tous les membres du bureau, de veiller au bon déroulement du scrutin. Ils ont aussi un rôle de surveillance lors du dépouillement. Ils peuvent même y participer s'il y a une insuffisance de scrutateurs. Donc, le bureau de vote, le président, au moins 2 assesseurs, et le secrétaire. Donc, le secrétaire, il est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Cette qualité d'électeur doit être appréciée au regard de l'élection considérée. C'est-à-dire que comme les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne peuvent participer
aux élections, il pourrait tout à fait être désigné comme secrétaire du bureau pour les élections municipales et européennes, bien sûr, à condition d'être inscrit sur les listes électorales complémentaires correspondantes. Un assesseur ou un délégué d'une liste peut aussi être désigné secrétaire du même bureau de vote. Le secrétaire est chargé d'établir le procès-verbal des opérations de vote à l'issue du scrutin. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire, attention, n'a qu'une voix consultative. Et en cas d'absence, il est remplacé par le plus jeune des assesseurs. Les délégués. Alors, qui sont les délégués? Les délégués, c'est la possibilité offerte à chaque liste de désigner des délégués. C'est une faculté et non une obligation. Quels sont leurs pouvoirs aux délégués? Eh bien, ils ont un droit de contrôle, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un droit de présence permanente dans le bureau de vote pour surveiller l'intégralité des opérations, c'est-à-dire tout le processus de vote, le dépouillement et le décompte des voix. Ils ont aussi un droit d'observation. Ils peuvent exiger l'inscription au procès-verbal de toute réclamation ou observation concernant la régularité du scrutin, que ce soit avant ou après la proclamation des résultats. Et un même délégué peut être désigné pour couvrir plusieurs bureaux de vote. Attention, si les listes décident de désigner un délégué, il faut suivre un formalisme strict, c'est-à-dire que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresse du délégué, qu'il soit titulaire ou suppléant, et l'indication du bureau d'affectation doit être notifiée. Et cette notification doit être envoyée en mairie au plus tard à 18 h le troisième jour précédant le scrutin, soit le jeudi soir pour un vote le dimanche. Et la validité de cette désignation est pour les 2 tours, sauf indication contraire dans cette désignation-là. Les listes qui sont présentes au second tour peuvent modifier leurs délégués dans les mêmes conditions de forme et de délai que pour le premier tour. Donc les délégués. Donc là, il faut voir, dans le cas des délégués, il y a une répartition des compétences entre le maire et le président du bureau de vote. C'est-à-dire que le maire, lui, il est chargé de délivrer un récépissé de la déclaration des listes. Il n'a pas à vérifier que les délégués ont la qualité d'électeur dans le département. Lui, le président, quant à lui, il va contrôler cette qualité d'électeur sur présentation de la carte électorale des intéressés ou indication de sa présence sur la liste électorale du bureau. Attention, donc les délégués, s'ils peuvent surveiller les opérations électorales, ne font absolument pas partie du bureau de vote. Les délégués, ils ne peuvent participer aux délibérations du bureau, même ne serait-ce qu'avec une simple voix consultative. Et le remplacement d'un délégué titulaire n'intervient qu'en l'absence du titulaire. Donc voyons maintenant les opérations de vote. Donc je ne sais pas s'il y a des questions concernant la partie que l'on vient de voir. Hop, je vais juste faire une petite vérification. Donc il n'y a pas de questions, je reviens à ma présentation. Donc les opérations de vote à proprement parler. David, il y a deux... Alors, il me semble, si je reprends le fil... Donc, merci Madame Luce qui nous fait une précision sur le code électoral 2026. Madame Robin, un seul assesseur désigné pour chaque liste pour l'ensemble des bureaux de vote ou un seul assesseur désigné pour chaque bureau de vote? Excusez-moi, je ne vois pas la question. Je vois que Ah, ça y est, Monsieur, excuse-moi. je vois que Monsieur Lemével a Jean. répondu. Monsieur Lemével a répondu un seul assesseur par bureau de vote. Si 2 bureaux, la liste pourra proposer 2 assesseurs, un dans chaque bureau. Oui, donc les listes, elles proposent un seul assesseur par bureau de vote. Et une fois, de toute façon, le problème, c'est que si vous désignez un assesseur titulaire pour un bureau de vote, il ne pourra pas être désigné
ce même assesseur-là, cette même personne-là ne pourra pas être désignée assesseur titulaire dans un autre bureau de vote. Une fois qu'elle est assesseur titulaire dans un bureau de vote, entre guillemets, elle doit y rester. Est-ce que le délégué peut être sur la table de vote en plus des assesseurs désignés? Alors, sur la table de vote, alors quand on dit, il peut surveiller, mais il peut pas participer sur la table de vote. Mais ça, on le verra un peu plus tard sur le délégué, ce qu'il peut faire, enfin, qui peut remplacer. C'est Donc, tout a pour le moment. priori, c'est bon. Hop, je reviens. Donc les opérations de vote. Donc, avant l'ouverture du bureau de vote. Donc, avant véritablement de commencer à recueillir les votes des électeurs. Il doit y avoir une vérification matérielle et une formalité horaire. Le bureau doit s'assurer que le nombre d'enveloppes électorales disposées sur les tables de décharge correspond exactement au nombre d'électeurs inscrits. L'heure d'ouverture, sauf arrêté préfectoral bien sûr avançant l'heure, le scrutin ouvre à 8 heures du matin. Le président va devoir constater l'ouverture publiquement et l'heure d'ouverture devra être consignée au procès-verbal. Le président va devoir procéder à un rituel de transparence avant le premier vote. En quoi ça consiste? Eh bien, il va ouvrir l'urne devant les électeurs et les délégués présents pour démontrer qu'elle est vide, et ensuite la refermer. Il va conserver une des clés. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut procéder à la répartition des tâches incombant aux assesseurs. Et là, des difficultés peuvent se présenter. C'est-à-dire que, on l'a vu, les assesseurs contrôlent en règle générale les émargements et la position sur la carte électorale du timbre portant la date du scrutin. Lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les listes en présence, les opérations sont réparties entre ces assesseurs. À défaut d'accord, eh bien, la répartition de ces tâches est opérée par un tirage au sort. Si aucun assesseur n'a été désigné par les listes en présence dans le bureau, ou qu'il n'y a qu'un seul assesseur, eh bien, les tâches sont réparties entre tous les assesseurs, donc d'autres assesseurs qui seront désignés. Et cette dévolution-là se fera obligatoirement par tirage au sort. Donc l'assesseur, quand on lui a confié une mission, il n'est pas légalement contraint de rester physiquement présent du début à la fin. Bien sûr, la répartition des missions peut être séquencée pour s'adapter aux contraintes de la journée. Bien sûr, sous réserve du respect des règles de désignation initiale. Et une fois que tout cela a été fait, on va pouvoir procéder au vote des électeurs. On va pouvoir commencer à recueillir leur vote. Donc, l'électeur, quand il va procéder à avant de procéder à son vote, donc le dépôt de l'enveloppe dans l'urne, il doit respecter tout un cheminement. Donc, je vous rappelle, seuls peuvent prendre part au vote les électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale, les électeurs non inscrits sur la liste, mais qui sont porteurs d'une décision de justice leur reconnaissant le droit d'y figurer. En troisième lieu, il y a les électeurs qui ont fait constater l'existence en leur faveur d'un mandat de vote par procuration régulièrement établi. Mais il y a aussi les électeurs qui ont pu donner procuration à une autre personne, qui se trouvent dans leur commune le jour du scrutin et qui désirent voter personnellement. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir voter. Mais attention, elles ne pourront voter que si le mandataire qu'elles ont désigné n'a pas déjà voté pour eux. Donc, à son arrivée, l'électeur va se diriger vers la table où sont disposés les bulletins, généralement situés près de l'entrée. Et il va faire vérifier son identité. Donc, je vous rappelle, pour les communes de moins de 1000 habitants et plus, pardon, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire en plus de la carte électorale. L'absence de carte électorale ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de vote, si l'électeur est inscrit sur la liste électorale, ou bien
porteur d'une décision judiciaire d'inscription et qu'il justifie de son identité. Le jour du scrutin, il y a aussi des cartes électorales qui n'ont pas pu être remises à leur titulaire, qui sont remises aux intéressés, si bien sûr ils se présentent. Elles sont tenues à leur disposition, mais elles ne peuvent être délivrées à l'électeur en question que sur présentation d'une pièce d'identité. Donc, après que l'électeur on ait vérifié son identité, il va récupérer une enveloppe de vote et il va prendre les bulletins. Alors, prendre les bulletins, il faut nuancer, c'est-à-dire qu'il peut prendre ses bulletins sur place, et attention, s'il en prend, il doit en prendre au moins 2 différents pour garantir la confidentialité de son choix, mais il peut aussi choisir de ne prendre aucun bulletin, s'il utilise déjà un bulletin qu'il a reçu par courrier à son domicile. Ensuite, une fois qu'il a choisi ou non ses bulletins, l'électeur va se diriger, sans sortir de la salle, dans l'isoloir, pour garantir le secret de son vote. Donc, il va mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe, et ensuite, il va se diriger vers la table de vote. À la table de vote, il y a à nouveau un contrôle d'identité, c'est-à-dire le président va vérifier son identité. Les assesseurs peuvent participer à ce contrôle s'ils le demandent. Donc, on va vérifier l'enveloppe, c'est-à-dire que l'électeur va venir montrer au président qu'il ne détient qu'une seule enveloppe. Attention, le président ne doit en aucun cas toucher cette enveloppe. L'électeur va donc voter, il va introduire lui-même son enveloppe dans l'urne, et ensuite, il va signer la liste d'émargement à l'encre. Le stylo bille est autorisé. Et il va le signer en face de son nom. Et on va apposer sur sa carte électorale un tampon avec la date du scrutin du jour. Si il n'y a plus d'espace sur la carte, ça ne fait absolument pas obstacle au droit de vote de l'intéressé. Et pour assurer la fluidité du scrutin, l'assesseur chargé de la liste d'émargement doit être installé en bout de table. Ça permet de faciliter la présentation de la liste à l'électeur. Ça limite les déplacements inutiles. Bon, en fait, c'est pour éviter de ralentir le processus lors de la signature par l'électeur. Donc, une fois que l'on arrive à la clôture, à 18h, donc à la clôture du bureau de vote, donc le scrutin, je vous le rappelle, ferme à 18h de manière générale, mais le préfet peut décider par arrêté de retarder cette heure dans certaines communes et de la porter jusqu'à 20h. Il y a une interdiction formelle, c'est la fermeture anticipée des bureaux. C'est-à-dire que le bureau ne peut jamais fermer avant l'heure légale. Et même si tous les électeurs inscrits ont déjà voté. Donc une fois l'heure de clôture arrivée, le président va annoncer publiquement la clôture du scrutin. Et cette heure devra être reportée au procès-verbal. Une fois la clôture prononcée, plus aucun vote ne sera accepté. Il y a une exception, c'est-à-dire que l'électeur qui est présent dans la salle ou dans la file d'attente avant l'heure limite est autorisé à voter, même après l'heure officielle. Donc une fois que tous les votes sont clos, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Et il est immédiatement procédé au dénombrement des émargements, puis au dépouillement. Faisons un petit focus sur les procurations. Donc, le mandataire est celui qui vote pour l'autre. Et il se rend au bureau de vote du mandant, donc celui qui lui a donné la procuration. Le mandataire doit obligatoirement présenter sa propre pièce d'identité. Mais attention, il n'a besoin ni de la carte électorale du mandant, ni de la pièce d'identité du mandant, ni du récipient de la demande pour voter à la place du mandant. Le bureau de vote, son rôle, ça va être de vérifier sur la liste d'émargement que le mandant il soit bien inscrit avec la mention de la procuration et que le mandataire
est bien la personne désignée pour voter à sa place. Comment va voter le mandataire? Eh bien, il va suivre le même processus électoral que n'importe quel électeur. C'est-à-dire qu'il va recevoir une enveloppe pour le mandant, une seconde enveloppe s'il vote aussi pour lui-même dans ce même bureau. Pour le vote, il va suivre le parcours classique, isoloir puis urne, et il va signer la liste d'émargement en face du nom du mandant. S'il vote pour lui-même, il signe une seconde fois en face de son propre nom. Si le mandant décide de venir voter lui-même, il ne pourra le faire qu'à condition que son mandataire n'ait pas voté avant lui. En cas d'absence de réception de la procuration, alors il y a une règle stricte. Si la mairie n'a pas reçu la procuration, le mandataire ne peut pas voter. Il y a un risque juridique, c'est-à-dire qu'en cas de litige, un juge pourrait toutefois valider a posteriori des votes par procuration qui ont été régulières, mais qui n'ont pas été reçus à temps. C'est-à-dire que là, le juge pourrait s'immiscer dans les résultats du vote, et ça pourrait impacter la validité de l'élection. Le maire, son rôle, c'est de signaler les procurations sur la liste d'émargement. Si la procuration n'est pas limitée à un seul scrutin, mais valable pour une durée déterminée indiquée sur le formulaire de procuration, on doit le mentionner. Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement qui est extraite du répertoire électoral unique. À défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement à côté du nom du mandant celui du mandataire. Et les caractères que va utiliser le maire pour porter cette mention manuscrite doivent se distinguer avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. Petit détail sur toujours sur les procurations, en application du code électoral, la mairie est tenue de conserver les dossiers de procuration pour une durée d'1 an à compter de leur expiration. Cette obligation s'applique indistinctement aux procurations et résiliations établies sur formulaire papier, et aux données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la téléprocédure. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant... Ah, oui, il y a des questions. Oui, il y a quelques questions. Alors, la désignation d'assesseurs et de délégués de liste est-elle autorisée par voie électronique? La désignation des assesseurs et délégués par voie électronique est-elle autorisée? La question est reprise en Euh, dessous, en fait, plus complète. La désignation d'assesseurs et délégués de liste est-elle autorisée par voie électronique? Alors, j'ai pas vu ça dans les textes, pour être très honnête avec vous. Parce qu'il faudrait authentifier tout ça. Donc, alors, je pense par souci de sécurité juridique, il vaudrait mieux le faire encore de manière papier. J'ai pas vu d'interdiction, pour être honnête avec vous, mais moi, je me pose une question au niveau de la Oui, fiabilité. vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. En fait, dans la circulaire de 2020, Oui. il est stipulé que la désignation par voie électronique d'assesseurs et de délégués n'est pas autorisée. Et c'est vrai que nous, on se pose la question parce que très souvent, on reçoit par mail les désignations d'assesseurs et de délégués de liste. Ouais, Et donc je viens de voir ça, là. c'est la circulaire, c'est laquelle de circulaire, madame, La s'il vous plaît? 2020. La La 2020 circulaire sur les opérations électorales lors des électorale ou suffrages suffrage, universels. oui. Ouais. Donc, elle n'a pas été mise à jour depuis. Non. Donc, si c'est indiqué dans la circulaire, donc mieux vaut, donc comme je l'ai dit, moi j'avais un doute, mais si c'est indiqué dans la circulaire, mieux vaut ne pas, comment dire, accepter cette désignation-là. Et ce que je ferai à votre place, si j'en reçois de manière électronique, j'enverrai un mail en retour indiquant que celle-ci doit se faire obligatoirement sous format papier. Ok. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. L'électeur détenteur d'une procuration doit-il faire obligatoirement 2 tours du bureau pour voter? Non.
Non, il n'y a pas d'obligation de faire 2 tours. Par contre, il faudra bien distinguer. Si il est dans s'il est électeur dans le même bureau, il faudra bien distinguer le moment où il exerce sa procuration. Donc, il met son enveloppe dans l'urne et il signe, et la fois où il met son enveloppe dans l'urne et il signe pour lui-même. S'il n'y a qu'une seule liste, comment garder le secret du vote? Ah bah alors là, s'il y a vraiment une seule liste, eh ben, il ne peut pas y avoir de secret du vote avec une seule liste. C'est impossible. Donc concrètement, là, ça va être une exception au principe, c'est-à-dire que soit l'électeur vote pour la liste en question, soit il vote blanc. Est-ce que la délivrance d'une carte d'électeur est obligatoire? Alors, en règle générale, oui. Je ne vois pas d'exception au fait qu'il n'y ait pas de carte d'électeur. Puisque dans chaque bureau de vote, il y a une liste d'électeurs qui doit recevoir une carte électorale. Dans le cas où le bureau ouvre après 8 heures, est-ce que la fermeture doit être décalée? Les textes ne le précisent pas. Donc, même si le bureau ouvre après 8 heures, je ne sais pourquoi, juridiquement, il n'y a pas d'obligation de décaler la fermeture, qui doit rester à 18 heures. Jusqu'à quand doit-on prendre les procurations? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de date limite. Mais par contre, le problème, c'est la réception. C'est-à-dire que si la commune ne reçoit pas la procuration, juridiquement, la personne ne pourra pas voter. Alors, excusez-moi, je vais aller un peu vite. Si le PDF est signé, alors j'imagine que cette question est en relation avec la désignation d'assesseurs et délégués par voie électronique. Que le PDF soit signé ou pas, on ne pourra pas désigner des assesseurs ou des délégués de manière électronique. Double vote électeur pour procuration réglementaire, l'électeur ne doit-il pas prendre uniquement une enveloppe? Alors attention, je pense que j'ai compris, mais pour ôter le moindre doute, si vous me dites qu'il doit prendre une enveloppe et mettre de bulletins, c'est non. Juridiquement, s'il est électeur du bureau, il prend une enveloppe pour lui-même et on doit lui remettre il doit prendre une autre enveloppe. Il vote 2 fois. Donc concrètement, s'il vote 2 fois, il a 2 enveloppes. C'est une exception au principe du fait que l'électeur doit avoir une seule enveloppe. Sur le PV, l'heure de clôture du vote doit-elle correspondre à l'heure à laquelle le dernier électeur présent dans le bureau de vote a voté? Non. On ne va pas noter l'heure de clôture une fois que le dernier électeur présent dans la salle a voté. L'heure de clôture, c'est 18 heures. Mais si, du fait d'une affluence, le dernier électeur vote après 18 heures, ça ne va pas permettre de modifier l'heure de clôture qui va être inscrite au PV. Où doit-on mettre obligatoirement l'heure officielle? C'est l'heure officielle. Une mairie qui n'est pas ouverte le samedi matin, doit-elle assurer une permanence pour potentiellement récupérer les bulletins de vote des listes des candidats? Non, il n'y a pas de, j'ai pas vu d'exception dans les textes. Sachant que les listes candidates peuvent apporter leur bulletin le jour même. Procuration en ligne envoyée le jour même recevable. Parfois, pas de Wi-Fi dans les bureaux de vote. Alors là, vous me posez une colle. Si elle est authentifiée, si elle est reçue le jour même, si elle est reçue le jour même, elle est valable. Juridiquement, elle est valable. Ce sera au maire, de mettre la mention
sur la liste d'émargement, on va constater que la personne a véritablement une procuration afin de voter à la place de l'électeur du bureau. Donc concrètement, si vous la recevez, alors il n'y a pas d'obligation d'avoir le Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais si par quelque moyen que ce soit, vous avez connaissance d'une procuration et qu'elle est valide, juridiquement, vous devrez accepter le vote de la personne qui a reçu la procuration. Mais par contre, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune obligation d'avoir du Wi-Fi dans le bureau de vote. Doit-on accepter les procurations avec identité numérique reçue par élire dans la journée du scrutin? Alors là, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est élire. Alors, il faudrait que je vérifie, je peux pas répondre comme ça. Élire, c'est le logiciel de l'INSEE, en fait. D'accord, c'est un logiciel de l'INSEE. C'est dans lequel il y a le RE, en fait, le répertoire électoral unique. Donc il est lié, alors excusez-moi, il est lié au répertoire unique. Exactement, oui. Tous les électeurs sont inscrits dans Élire, en fait. Doit-on accepter les procurations avec identité numérique reçue sur élire? Juridiquement, je vous dirais oui. Hein. Parce que concrètement, c'est officiel. Donc si ça vient, si c'est en lien directement avec le répertoire électoral unique, concrètement, oui. Nous, on avait une Moi, je question pense, concernant les procurations. oui. En fait, si le mandataire vient le matin pour voter Et la et procuration. que la procuration n'arrive que l'après-midi, est-ce qu'on a obligation de noter sur la liste d'émargement l'arrivée de la procuration? Est-ce qu'on doit prévenir la personne? Alors attendez. Vous me parlez, la personne qui a la procuration vient voter le matin, mais la procuration, on la reçoit l'après-midi, c'est bien ça? Exactement. Donc ça veut dire que le matin, il n'a pas de procuration. Non. Non. S'il n'a pas de procuration, il ne peut pas voter. Du Oui, coup, mais est-ce qu'on doit mettre au PV que le mandataire est passé, qu'il n'y a pas eu de il n'y avait pas de procuration parce que Ah, il peut tout à fait. contester que Tout à après fait, mais que attention, mais le problème, c'est que si la procuration, elle arrive dans l'après-midi, il vient le matin. Concrètement, s'il vient le matin, vous n'avez aucune procuration en face de cela. Donc juridiquement, vous ne pouvez pas accepter le non, vote, ce n'est pas non, possible. oui. ouais, mais on doit notifier quelque part parce que le Vous- mandant, il peut contester du fait que non, Tout à vous fait. avez reçu le jour même, mais nous, il faut qu'on puisse prouver qu'au moment où le Exactement. mandataire est passé, Ben, ok. ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'inscrire au PV. Vous pouvez Ouais, faire une ok. mention de Monsieur X est venu, ben, vous notez l'heure, hein, vous notez l'heure, j'ai n'importe quoi, 10 heures. Ouais. Il est venu voter pour Monsieur X, mais on n'a pas de procuration, donc le vote a été refusé. Après, en cas de contestation, que va faire le juge? Le juge, il va dire, ben, il est venu voter à 10 heures, mais la procuration a été reçue à 14 heures. Donc, juridiquement, le bureau de vote ne pouvait pas accepter son vote. Donc, concrètement, je pense que le juge vous donnerait raison, en fait. Et la dernière question, est-ce que nous, en tant que bureau centralisateur qui seront donc en permanence le dimanche, si on voit l'arrivée de la procuration, est-ce qu'on a obligation d'appeler la personne Non, pour lui dire vous pouvez venir voter? non. D'accord. Ok. Moi, je vois pas comment déjà, premièrement, il faudrait avoir ses coordonnées. Je vois pas comment c'est possible. Alors, peut-être que si, sur la procuration, il y avait tous les éléments. Est-ce qu'il y a le téléphone sur la procuration? Je pense pas, quand même. Bah, en fait, on aura eu connaissance le matin que cette personne-là est venue Oui, pour voter, en mais fait. Donc, du coup, peut-être qu'on peut prendre son contact à ce moment-là et lui proposer de revenir si jamais la procuration arrive, quoi. alors, sincèrement, je vois pas ce qui l'en empêche. Si vous pouvez prendre son téléphone, lui dire, ah ben, si moi j'ai la procuration qui arrive en cours de journée, je vous rappelle et vous pouvez venir voter. Et Ok. attention, si ça se passe comme ça, je note quand même au PV, Monsieur X est venu à 10 heures, il n'y a pas de procuration, et je note l'après-midi, Monsieur X est revenu à 18 heures, enfin à 16 heures, on avait reçu la procuration, donc on n'avait pas eu de voter. Ok. Très bien. Merci. Je vous en prie.
Donc toute la journée du vote, les procurations qui arrivent, sont-elles valables? Ben, je vous dirai oui. Donc comme on vient de le voir. C'est le maire qui décide ou le président du bureau qui accepte la procuration le jour même? Alors je vois mal le maire faire le tour de tous les bureaux pour dire qu'il accepte, étant donné que le bureau est une instance collégiale, mais le président, c'est lui qui exerce le pouvoir, on va dire, en son sein. Donc concrètement, ce serait au président du bureau d'accepter la procuration le jour même, et je conseille d'écrire tout cela dans le PV, comme on l'a vu précédemment, pour bien montrer ce qui s'est passé. Donc, euh, procuration concernant Monsieur X reçu le dimanche 15, je dis n'importe quoi, à 16 heures, et on a Monsieur X a voté à telle heure. Parce qu'en fait, on l'a vu, hein, on peut rajouter des mentions sur la liste d'émargement. Et cette mention-là, il faudrait l'ajouter. C'est quand même. Ah, je suis d'accord avec vous, Madame Joly, c'est quand même compliqué de vérifier sans arrêt les procurations qui arrivent. Lors du dernier scrutin, il s'agissait d'accepter uniquement les procurations électroniques arrivées jusqu'à minuit. Alors je pense qu'il faudrait quand même vérifier la circulaire. La circulaire sur les procurations, la dernière en date, elle est de 2024, il me semble, pour voir ce que l'on dit dessus. Moi, j'ai quand même un doute, parce que, enfin, un doute, qu'il y ait une date d'arrêt. Après, peut-être que dans la circulaire, c'est véritablement indiqué. Moi, ce qui me gêne, c'est que le juge pourrait tout à fait s'immiscer là-dedans. C'est-à-dire que dire que vous avez refusé une procuration alors qu'elle était valable et qu'elle est arrivée le jour même, et ça pourrait fausser les opérations électorales. Donc je pense quand même qu'il vaut mieux accepter les procurations, même si elles arrivent le jour même du vote. Alors, il y a une réponse ministérielle récente sur les procurations tardives, donc a priori, si j'ai bien compris, elles sont valables. Donc oui, il faudra les accepter. Donc a priori, il n'y a plus de questions. Je vais continuer. Alors je vois que l'heure avance et Oui, on a encore je pas vous mal de rappelle, choses à voir. pas de souci, David. Je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas obtenu leur réponse là aujourd'hui, parce que c'est pas toujours simple dans le cadre d'un webinaire de satisfaire tout le monde. Je vous ai mis le numéro de téléphone, enfin, je vous ai mis le lien sur le service donc de Rural Consult. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez ou David ou un autre juriste en ligne et vous aurez vos réponses immédiatement, hein. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser le service après la réunion. Catherine, juste une petite question. Le PDF là, du webinaire, il va être envoyé à tous les participants à la fin, c'est ça? Le support va vous être envoyé là d'ici la fin de la semaine avec le replay. Il faudra juste D'accord. que je mette le replay en ligne. Non, c'est juste parce que là, il y a quand même pas mal de choses à voir et j'aimerais quand même qu'il soit à disposition parce il y a beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si je pourrais tout aborder, mais qu'au moins ils aient le support. Hop. Donc, une fois la clôture du vote, il faut procéder au dépouillement. Le dépouillement, pardon, il doit être, une fois qu'il est commencé, il ne doit pas être interrompu. Les opérations doivent se dérouler publiquement afin de garantir la sincérité du scrutin. Et le dépouillement s'opère par qui? Il s'opère par des scrutateurs. Les scrutateurs, comment ils sont désignés? Eh bien, par les listes. Chaque tête de liste ou leur représentant ou leur délégué peut désigner des scrutateurs. Il y en a un par table de dépouillement maximum. Pour être scrutateur,
il est nécessaire d'être inscrit sur liste électorale, savoir lire et écrire le français. Les délégués des candidats et les assesseurs suppléants peuvent remplir le rôle de scrutateur. Les noms, prénoms et dates de naissance des scrutateurs doivent être transmis au président du bureau de vote au moins 1 heure avant la fin du vote. Et si on a un nombre insuffisant de scrutateurs, le bureau de vote choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents. Et en dernier recours, les membres du bureau eux-mêmes peuvent participer au dépouillement. Donc, l'opération de dépouillement, c'est une opération publique pour garantir la transparence. Ce dépouillement va s'effectuer sous le contrôle du bureau de vote, des candidats, de leurs délégués et de tout électeur présent. La disposition des tables doit permettre la circulation des électeurs tout autour. Le nombre de tables de dépouillement doit correspondre, enfin ne doit pas dépasser, pardon, le nombre d'isoloirs présents dans la salle. Et ce dépouillement, il a lieu dans la salle de vote, en règle générale. Il peut être déplacé dans une autre salle pour des raisons de taille ou de sécurisation, mais attention, si c'est fait dans ce cadre-là, le transfert de l'urne fermée doit se faire sous la surveillance ininterrompue du public, des membres du bureau et des délégués des candidats. Avant de procéder au dépouillement, il y a une étape préalable, c'est le dénombrement des émargements. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir l'urne, on doit procéder au comptage des signatures sur la liste d'émargement. Ce comptage doit se faire immédiatement après que tous les membres du bureau ont signé la liste d'émargement. Que doit-on inclure? On doit inclure les électeurs inscrits initialement et les électeurs ajoutés le jour même sur présentation d'une décision judiciaire. Et qu'est-ce qu'on doit compter? On doit compter les signatures des électeurs, les signatures apposées par un tiers pour un électeur, par exemple handicapé, si on n'a pas réussi à le faire signer lui-même, et les signatures de l'assesseur dans le cas où un électeur a voté mais a refusé de signer. Et le total des signatures ainsi dénombrées doit être impérativement inscrit au procès-verbal de l'élection. Donc, une fois qu'on a fait tout cela, on va ouvrir l'urne et on va procéder au décompte. On va comptabiliser le nombre total d'enveloppes électorales. On va y ajouter éventuellement des bulletins trouvés sans enveloppe. Ce résultat est inscrit au procès-verbal. Et le nombre total de bulletins et d'enveloppes et de bulletins qu'on a trouvés dans l'urne doit correspondre au nombre de signatures sur la liste d'émargement. S'il y a une différence, on doit faire un second décompte. Et si l'écart est toujours présent après un second décompte, ça doit être signalé au procès-verbal. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va regrouper les enveloppes. C'est-à-dire qu'on va les mettre sous pli. On va les regrouper par paquet de 100 dans une enveloppe spéciale qu'on appelle enveloppe de centaines. Et chaque enveloppe de centaines est cachetée. Chaque enveloppe de centaines est signée par le président et par au moins 2 assesseurs. Et si possible, des assesseurs qui représentent des listes différentes. Le dernier paquet d'enveloppes de 100, en règle générale, il ne va pas comprendre 100 enveloppes. C'est-à-dire qu'à la fin du regroupement, les derniers bulletins sont placés dans une dernière enveloppe de centaines, mais on va y inscrire exactement le nombre d'enveloppes qu'elle contient. Pour le bureau des petites tailles, c'est-à-dire pour les bureaux de petite taille ne comportant pas 100 votants, eh bien, on n'applique pas cette règle de regroupement. Donc, on a constitué nos enveloppes de centaines. Maintenant, il faut les répartir, c'est le président qui a ce rôle, de les répartir entre les différentes tables de dépouillement. Donc, à chaque table, il y a au moins 4 scrutateurs. Pour garantir la transparence, on veille à ce que les scrutateurs de différentes listes soient mélangés. Il est strictement interdit de regrouper des scrutateurs d'une même liste à la même table. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ensuite ouvrir les enveloppes de centaines. Les scrutateurs, avant d'ouvrir l'enveloppe, ils doivent vérifier son intégrité, s'assurer
de la présence des signatures obligatoires, et ensuite ouvrir l'enveloppe pour en extraire les enveloppes électorales individuelles. Et on va procéder donc au comptage. Et il va falloir suivre un processus très strict, c'est-à-dire qu'un premier scrutateur va extraire le bulletin de l'enveloppe et il va le transmettre déplié à un second. Le second scrutateur va lire le nom porté sur le bulletin à haute et intelligible voix. Et il va y avoir le pointage, c'est-à-dire les deux autres scrutateurs, ils vont noter simultanément les suffrages sur les feuilles de pointage. Une fois tous les bulletins de la centaine traités, les scrutateurs signent les feuilles de pointage et ils remettent l'ensemble des documents au bureau de vote. Tous les bulletins ou enveloppes dont la validité est jugée douteuse ou qui ont été contestés par des délégués ou des électeurs doivent être remis à part au bureau pour décision. Je vous rappelle que le bureau est une instance collégiale. Donc faisons maintenant un focus sur la validité des bulletins de vote. Alors, le vote est considéré comme blanc dans deux cas. L'enveloppe électorale ne contient aucun bulletin ou l'enveloppe contient un bulletin blanc. Un bulletin blanc, c'est quoi? C'est un papier vierge de toute mention. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés. Sont considérés comme nuls et ne sont pas insérés dans les suffrages exprimés les bulletins se trouvant dans les situations suivantes. Donc, concernant l'enveloppe, absence d'enveloppe, c'est-à-dire les bulletins trouvés dans l'urne, sans enveloppe. Une enveloppe non réglementaire, c'est-à-dire les bulletins trouvés dans des enveloppes différentes de celles fournies par l'administration. Des enveloppes portant des signes de reconnaissance, c'est-à-dire des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ou des mentions écrites. Lorsque... pardon, excusez-moi, j'avais fait un petit saut. Ou des mentions écrites, voilà. Concernant le contenu maintenant de l'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe est réglementaire, mais son contenu ne l'est pas. Quand il y a pluralité de listes, c'est-à-dire que l'enveloppe, elle contient plusieurs bulletins désignant des listes. Si ce sont des listes différentes, c'est nul. Si les bulletins sont identiques, c'est-à-dire une même liste, ils comptent pour un seul suffrage. Les bulletins altérés, donc ce sont des bulletins déchirés ou froissés de manière caractéristique. Je ne sais pas ce que recouvre le terme caractéristique, c'est ce qui est utilisé dans la circulaire, ou bien qui portent des annotations, des ratures ou des signes de reconnaissance. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe non officielle, c'est-à-dire des bulletins imprimés par l'électeur ne respectant pas les modèles légaux, format, grammage, mention obligatoire, etc. Les bulletins inversés, c'est-à-dire les bulletins trouvés dans l'enveloppe avec le nom d'une liste, mais qui n'est pas en liste dans la circonscription. Et les bulletins ou enveloppes qui portent des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Petit focus, communes de moins de 1000 habitants, sont valables les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection, les circulaires utilisés comme bulletins ainsi que les bulletins manuscrits. Et le code électoral nous indique quels sont les bulletins valables. Les bulletins valables sont donc suffrage exprimé, tout bulletin officiel non altéré trouvé seul dans l'enveloppe réglementaire. Lorsqu'un bulletin est jugé nul ou que sa validité est contestée par un délégué, il doit être déposé au bureau après le pointage. Il doit être paraphé, signé par les membres du bureau. Ils sont impérativement annexés au procès-verbal. Les causes de l'annulation ou les motifs de la contestation doivent être portés au PV en précisant le nombre du bulletin concerné. Et si ces bulletins ne sont pas annexés au PV, cela peut entraîner l'annulation de l'élection dans le bureau de vote concerné. Et en fait, c'est le bureau de vote qui va décider si oui ou non les bulletins sont valables. Donc je termine juste ma partie, je reviendrai pour les questions sur les résultats et contestations. Donc, le bureau va déterminer le nombre de suffrages exprimés en déduisant le nombre des suffrages blancs et nuls du nombre total des enveloppes et des bulletins sans enveloppe ouvrés dans l'urne. Donc, une fois le dépouillement
terminé sur chaque table, le bureau va centraliser les données. Donc, il va additionner les totaux partiels des feuilles de pointage de chaque table. Il va pouvoir procéder à des rectifications s'il constate des erreurs manifestes ou des bulletins contestés indûment comptabilisés. Et donc, il va procéder au calcul final, c'est-à-dire le nombre total de voix obtenues par les listes, qui doit impérativement être égal au nombre des suffrages exprimés. Et c'est le PV, document officiel de toute la journée de l'élection, qui va retracer tout le déroulement du scrutin. Il va être rédigé par le secrétaire en public sur des imprimés officiels fournis par la préfecture. Durant tout le scrutin, ce PV doit être accessible aux membres du bureau, aux listes, aux délégués et aux électeurs. Et toute personne peut y inscrire des observations ou des réclamations. L'absence de PV ou le refus de laisser un électeur y porter une mention peut entraîner l'annulation de l'élection dans ce bureau. Alors, le PV doit comporter des mentions obligatoires. On doit avoir des statistiques de participation, le nombre d'inscrits, le nombre d'hébergements et le nombre de votants, c'est-à-dire les enveloppes plus les bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne. Le décompte des voix, il doit comporter les votes nuls, les votes blancs, les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste, selon l'ordre officiel de liste. Il doit comporter le nombre et le nom des électeurs ayant retiré leur carte sur place, et bien sûr ceux ne l'ayant pas fait, et les procès-verbaux de remise des cartes. Il doit comporter toutes les réclamations des délégués ou électeurs, ainsi que les décisions prises par le bureau pour résoudre les incidents de séance. Il doit être signé, il doit être rempli, il va être fait en double exemplaire, originaux, signés par les membres du bureau, c'est-à-dire que tous les membres du bureau doivent le signer, les deux exemplaires, et les délégués des listes sont invités à le contresigner. Et en cas de refus, le secrétaire doit mentionner ce refus et, si possible, le motif sur le PV. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, le procès-verbal est arrêté, il est signé par le président du bureau de vote et qui doit annoncer donc le procès-verbal est arrêté et signé, et ensuite le président du bureau de vote doit annoncer les résultats à voix haute devant les électeurs encore présents dans la salle, afficher immédiatement les résultats de manière visible dans la salle de vote. Le résultat proclamé doit obligatoirement mentionner les chiffres suivants. C'est le nombre total d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins et enveloppes nulles, le nombre de votes blancs, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste, y compris si une liste a obtenu 0 voix. Cette énumération doit être faite selon l'ordre officiel établi par la préfecture. Et chaque bureau de vote est autonome dans sa proclamation. C'est-à-dire que le président n'a pas à attendre que les autres bureaux de vote de la commune ou du département aient terminé leurs opérations. Dès que le dépouillement d'un bureau est achevé et le PV signé, les résultats peuvent être proclamés et envoyés en préfecture. Donc en dernier lieu, la contestation des élections. Le résultat des élections municipales a valeur juridique dès la signature et la proclamation du procès-verbal. À partir de là, seul le juge administratif pourra intervenir. Tout électeur de la commune ou toute personne éligible dans la commune pourra contester l'élection. Attention, la contestation des élections sont enfermées dans des délais qui sont très stricts. Cette contestation devra se faire au plus tard à 18 h le 5e jour suivant l'élection, c'est-à-dire le vendredi 20 mars pour une élection acquise au premier tour et le vendredi 27 mars pour une élection acquise au deuxième tour avant 18 h dans les deux cas. Donc pour saisir le juge, il y a 3 possibilités. Soit on inscrit directement dans le PV, mais alors là, il faut véritablement que les termes utilisés soient précis et mentionnent expressément une demande d'annulation ou de remise en cause de la validité des opérations électorales. Ça peut être fait par une requête directement auprès du tribunal administratif ou bien par une requête déposée à la sous-préfecture dans les mêmes délais. Et la requête n'est pas suspensive, c'est-à-dire que les conseillers élus vont rester en fonction jusqu'à la décision du tribunal. Donc là, nous en avons terminé avec cette webconférence. Je vous mets le numéro de téléphone
de Rural Consult pour pouvoir nous contacter. Et je vais vérifier si vous avez des questions. Il reste quelques questions. Oui. Alors, elles sont toujours recevables. Ça, j'ai vu. Je pense renvoyer sur la boîte mail. Oui. Est-ce que le scrutateur doit être électeur de la commune? Alors, il me semble que j'ai indiqué que les scrutateurs... Hop, hop. Alors, j'ai un doute. Alors, les scrutateurs doivent être inscrits sur les listes électorales et savoir lire et écrire le français. Les délégués inscrits sur les listes électorales. Je n'ai pas de précision si c'est départemental ou sur la liste électorale de la commune en question. Il faut que je vérifie. Je vais regarder ça. Est-ce que les scrutateurs... Alors, est-ce que les listes peuvent désigner les scrutateurs comme... Est-ce que les listes peuvent désigner les scrutateurs comme pour les assesseurs? Oui. Un seul scrutateur peut être désigné par... enfin, un seul scrutateur par table peut être désigné par les listes. Est-ce qu'une feuille quadrillée issue d'un cahier sans aucune mention peut être... Alors, une feuille quadrillée sans aucune mention peut être acceptée comme bulletin blanc? Pour moi, c'est un bulletin nul parce qu'on dit bien que c'est un papier blanc. Donc, une feuille quadrillée n'est pas blanche. Y a-t-il une condition de participation pour l'acquisition de l'élection au premier tour? Oui. Je n'ai plus en tête ce que dit le code électoral, mais il est possible d'être élu au premier tour. Il faut avoir plus de la moitié des suffrages exprimés. Il y a deux conditions qui sont indiquées dans le code électoral. Je ne les ai plus en tête. Je vous demanderai de contacter le service, c'est facilement retrouvable dans le code électoral, mais là, je n'ai plus en tête exactement le texte. Un vote blanc est-il un suffrage exprimé? Non. Sur la question précédente, il me semble que l'obligation de vote d'au moins 25% des électeurs ne soit plus requise. Justement, je ne sais plus comment il rédigeait le texte, mais il me semble qu'il y ait, je ne sais plus exactement ce que dit le texte. J'ai vraiment un gros doute là-dessus, donc je préférerais que vous contactiez le service. S'il n'y a qu'une seule liste, il n'y aura qu'un seul tour. Concrètement, normalement, oui. À voir avec les conditions pour être élu au premier tour. Voir les questions précédentes. Alors, je vous remercie déjà d'avoir participé. Plus de 5%. Plus de conditions de 25% depuis la loi de mai 2025. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, si la liste a obtenu la majorité des voix, pas la majorité des voix, mais je crois que c'est plus de 50% des suffrages exprimés, elle devrait être élue au premier tour. Donc pour toutes, si vous avez une question concernant, pardon, j'étais parti sur la... Si vous avez des questions concernant cette webconférence, ou vous avez des doutes, ou si vous avez la moindre interrogation sur le déroulement des élections, ou même sur toute autre question, je vous laisse en fond le numéro de Rural Consult. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent sur les élections ou sur d'autres sujets. Et donc, je vous enverrai le support et le lien pour le replay là d'ici la fin de la semaine. Merci à toutes et tous. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.